quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Le conflit peut être l'une des situations aujourd'hui les plus redoutées, que ce soit en famille, entre amis, mais surtout au travail. Tant redouté qu'on cherche par tous les moyens à le contourner, ou bien à baisser les bras, ou encore courber les chines, tout simplement. De quoi générer des tensions et des frustrations personnelles et collectives, que ce soit en famille, entre amis ou entre collègues. Et si le conflit nous permettait de renforcer nos relations, vaste question que nous allons tenter d'explorer avec mes deux invités du jour. J'ai la grande joie d'accueillir dans ce studio, toujours intimidant, une avocate, Flore Lelâche. Bonjour Flore. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Flore. Non. Vous êtes avocate, mais pas seulement. Un métier de plus en plus en vogue en France. On le sait, outre-Atlantique qui cartonne. La médiation, vous êtes médiatrice. Oui, je suis en médiatrice. 2 mots, qu'est-ce que c'est exactement ? Vous mettez du liant un petit peu entre les parties ? J'aide les gens à s'apaiser par rapport à leurs conflits. C'est une façon de les aider à voir quels sont leurs intérêts communs. En fait, de sortir de leur réactivité, de leur agressivité et de leur moi je veux, pour essayer de créer de l'empathie et de voir de quoi l'autre aurait besoin pour que notre relation sorte du conflit gagnant-gagnant. Il y a du boulot à l'époque du moi-je, c'est en quête de sens tous nos sujets, n'est-ce pas Franck Martin ? Vous aussi, vos livrants sont remplis de tout ça. Tout, le tout à l'ego, le moi d'abord, le à quoi je ressemble quand etc. Franck Martin, bonjour. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous voir revenir enfin dans Quête de Sens. Je disais avant de revenir, ça fait des siècles qu'on essaie de ça vous fait trop longtemps. Ouais. On a commencé à se faire des films, on se dit non, il nous aime plus. Non, pas il du veut tout. pas nous affronter, mais non, il est là avec son sourire légendaire. Franck, vous qui êtes toujours aussi passionné justement des relations humaines en général, que ce soit dans la sphère intime, mais surtout professionnelle. Vous avez publié de nombreux ouvrages, on mentionne le petit dernier, Accepter le conflit pour adoucir sa vie, rien que cela, du chaos des tensions à l'harmonie des relations, aux éditions Erol. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle énormément, on le disait avant de commencer l'émission, on parle beaucoup de plus en plus de ghosting, que ce soit dans le monde de l'amour, que dans le monde des affaires, Franck. Oui, partout. On est d'accord avec ça, cette oui, tendance. bien sûr. Alors pour nos auditeurs qui détestent quand je prononce le moindre mot d'anglais, ghosting, c'est le fait de c'est le non-dit, zapper quelqu'un. Bien sûr, c'est le fait de le zapper de sa vie. Vraiment ça, ouais. Et avec tout ce qui est derrière, qui est notamment toute cette peur de l'affrontement et du conflit qui nous donne l'impression de ne plus exister. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment pas simple à gérer, alors que ce qu'on peut proposer, ce que Flore, on en discutait tout à l'heure et moi on me propose, c'est justement de changer la vision des choses. Et notamment de faire du conflit, non pas un affrontement, mais de faire du conflit une opportunité de grandir ensemble. Alors vous, c'est votre métier d'avocate. À l'origine, c'est l'art du conflit, mais du conflit oratoire, n'est-ce pas Flore, c'est un métier, une vocation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez au fond ? C'est vrai, est-ce que vous partagez ce point de vue, l'ère du ghosting, le fait de ne pas vraiment y aller et on appelle alors des avocats à ce moment-là à notre secours pour pouvoir se battre à notre place, tant les mots manquent, la posture adaptée manque, on ne sait pas comment faire pour réagir et pour se affronter. J'ai envie de dire que devant le tribunal, on a 2 dossiers. Et c'est les avocats qui prennent en main les dossiers. Et en plus, il y a une frustration puisque la justice manque de moyens, donc on n'a même plus d'espace pour plaider nos dossiers. D'accord ? Donc, ce qui fait que l'oralité des débats disparaît quasiment, à part dans les affaires pénales. Ouais. Et donc, c'est très frustrant pour les gens puisqu'ils n'entendent pas raconter leur histoire. Et ce que propose la médiation, c'est de remettre les êtres humains au cœur de leur litige. Et donc là, c'est le contraire du ghosting, puisqu'on va permettre aux gens de se retrouver face à face. Alors, des fois, les avocats ne sont pas toujours d'accord ou ne savent pas comment faire parce que c'est nouveau. D'accord. Et de pouvoir se dire, et moi quand je fais une médiation, je vais commencer par des appréciations, par des paroles de une chose que j'ai aimée quand on s'est rencontrés, c'est une chose que je voudrais te dire parce que tu t'es si bien occupé de nos enfants à tel moment, c'est le confort dans la vie que tu m'as donné, c'est. Et là la personne en face qui croit qu'on vient la chercher pour avoir de l'argent en matière de divorce ou même en matière de succession va lâcher sa défensive et va dire ah bon, il pense ça de moi. Ça désamorce ? Mais oui, totalement. Et ça rend vulnérable.
Et à ce moment-là, chacun Ça est dans rend sa... humain, ça rend humain Ça les marche gens, bien sûr. vraiment à tous les coups. Alors, il y a des gens qui ont peur qu'on aille leur faire des compliments, leur dire que c'est bien. Mais c'est petit à petit, il faut... En imago, on dit qu'il y a la tempête de grêle qui cherche absolument à être en contact, D'accord. et puis il y a la tortue qui fuit la relation, justement, celui qui est indifférent. Mais il donne l'air d'être indifférent, mais il a besoin aussi qu'on lui dise qu'on voit son cœur, qu'on voit sa beauté, qu'on voit sa gentillesse. Après, c'est Franck, souvent aussi malheureusement, dans ce type de contexte-là, c'est les égos et c'est le mental qui tourne à une allure tellement folle. C'est vrai, c'est le mental qui nous pollue. Oui, et puis surtout, on se transforme. Moi, je dis souvent, on connaît tous saint Thomas. Je parle souvent de son cousin germain, saint Mathos. Alors, cherchez pas, il n'existe pas, bien sûr. Mais saint Mathos, en fait, il dit l'inverse. Il dit « je ne vois que ce que je crois ». Et en fait, il se passe ça, ce qui est difficile et délicat, c'est que quand on est tous dans cette espèce de contexte, on ne voit plus que ce que l'on croit. Donc si on croit que l'autre, de toute façon, nous en veut, et puis il y a beaucoup d'agressivité pour On se fait nous, des films, en fait. le moindre geste, y compris les gestes d'amour et de cœur, sont pris pour de la manipulation. Ouais. Donc c'est très très difficile, et ce travail nécessite vraiment un temps de remise en confiance. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Et je trouve que justement dans la médiation, on ne parle pas du temps. On prend le temps nécessaire. Et ça permet effectivement de voir comment on peut sortir de ce désaccord qui entraîne une fermeture, qui entraîne de l'agressivité, puis qui entraîne le conflit à proprement parler. On est dans un climat d'agressivité très très haute. Ça dépend des contextes, mais quand les égos sont touchés, la problématique, c'est que quand j'ai en face de moi qui que ce soit, quelqu'un que j'ai aimé ou un client ou n'importe quel type de contexte, qui fait de moi une sorte de miroir, qui me voit au travers de ses propres filtres, ça déclenche souvent chez moi des émotions, une montée de sentiments très forte. Et cette émotion, notre premier réflexe, c'est tellement désagréable qu'on a juste le réflexe de renvoyer la cause à l'autre. C'est-à-dire c'est l'autre qui est la cause de mon sentiment et de mon émotion. Or, l'autre n'est jamais la cause, n'est jamais responsable de mes émotions. Je suis moi-même responsable de mes émotions. Donc la première des choses à faire, c'est surtout de ne pas accorder d'importance à cette émotion, mais d'y apporter de l'attention, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et notamment... Le conflit vient souvent du fait que qui que ce soit en face de moi, mon épouse, mon époux, un ami, un client, va mettre le doigt sur quelque chose qui est en déni chez moi et je dis très souvent, la relation au monde, parce que tout n'est que relation, passe son temps à réveiller des blessures qui ne sont pas fermées. Et notre réflexe, c'est quand ça touche ce truc-là, on monte au rideau, et puis on a ce réflexe d'agressivité, voilà. Mais on est les seuls responsables de nos propres émotions. Donc ça touche à des problèmes d'ego, et ça touche à des problèmes de reconnaissance et d'amour, parce que quand on parle de conflit, on parle d'amour. Il n'y a pas une guerre qui se fait, pas au nom de l'amour. Parce c'est vrai qu'il y a une distinction à faire, ça j'imagine que vous allez tous les deux le préciser en début d'émission, entre l'espèce de guerre dans la rue autour d'une place de parking. Alors, parfois, moi, j'en entends de ma fenêtre, je vais vous dire, j'en suis témoin quasiment toutes les semaines, c'est juste hallucinant. Ce qu'on voyait peut-être pas autant il y a quelques années. C'est très paradoxal, parce qu'en même temps, il y a des espèces d'affrontements dans la rue comme ça, épidermiques au possible, et en même temps des incapacités de l'autre côté pour des sujets peut-être plus graves, plus impactants, plus fondamentaux, que ce soit en famille ou au boulot, où là on se tait, on courbe les chines. Enfin, c'est très étonnant, Flore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bizarre, cette espèce de paradoxe. D'un côté, la suragressivité, et puis de l'autre, le surcontrôle. Tout à fait, mais tout ça, derrière, c'est en fait c'est extérioriser une souffrance intérieure. Et donc, moi, ce que je fais avec ma technique que j'appelle la justice éclairée maintenant, c'est que j'accompagne mes clients, des justiciables, à prendre leur part de responsabilité. À s'apaiser eux-mêmes. Je dis, dans un conflit, on est deux, d'accord ? Et si tout est de la faute de l'autre, vous ne prenez pas votre part de responsabilité. Donc même en vous écrasant, même en faisant la victime et en entretenant votre situation de victime et en disant « ou l'autre ne s'intéresse pas à moi », mais comment est-ce que vous vous intéressez à vous-même ? Donc déjà, je remets la personne au cœur d'elle-même. Et donc, avant d'entrer en médiation, je vais essayer de faire des entretiens individuels avec chacun. Ou, si ce n'est pas un cas de médiation, dans le cadre d'un procès, je vais aider la personne à dire « mais comment est-ce que j'ai participé à ce que cette situation perdure ? Comment est-ce que je peux écouter mes valeurs ? Comment est-ce que je peux retrouver ma puissance intérieure pour aller apaiser vers l'autre ?»
Alors, on n'a pas encore répondu à la question, parce que là, on n'a pas distingué est-ce qu'il y a un bon et un mauvais conflit. Donc, le conflit que j'ai cité, par exemple, qui date d'avant-hier, c'était juste hallucinant d'ailleurs. Il s'écharpait, ça gueulait, quoi. Excusez-moi, ça gueulait. Hein. Juste pour une place de parking. Hein. Enfin, bon, bref. Franck Martin, ça, c'est un mauvais conflit. C'est délétère, non? Il n'y a pas de bon ou de mauvais conflit. Il y a des conflits qui se règlent ou des conflits qui ne se règlent pas. C'est marqué quand même accepter le conflit. On pourrait présupposer que celui qui ne se règle pas est un conflit qui dure et qui n'est pas bon. D'accord. Voilà. En revanche, celui qui se règle, c'est celui pour lequel chacune et chacun, et je dirais au moins une des deux a cette capacité de souplesse et de flexibilité. D'accord. Moi, je dis souvent que celui qui dirige la relation, c'est celui qui est le plus souple, qui s'adapte, qui va chercher à comprendre. Et notamment, là, on parlait de cette part de responsabilité que chacune et chacun peut avoir dans la relation à l'autre. On sait bien quand un couple divorce, il n'y a pas un responsable et l'autre qui est un ange. On sait que c'est une co-responsabilité. Et toute la difficulté, c'est effectivement d'accepter, et ça touche là, cette fois-ci, à l'ego, encore une fois, à la reconnaissance, à l'amour, d'accepter sa part des choses. Ouais. Moi, j'ai souvent tendance à dire que quand quelqu'un attaque, personne n'attaque par gratuité. Personne au monde n'attaque pour attaquer. Tout le monde se défend de quelque chose. D'accord. Quand je disais tout à l'heure... C'est universel, ça. Ah oui, c'est universel. Il n'y a pas un animal qui attaque pour attaquer. Un animal, il attaque parce qu'il a une raison spécifique de manger ou de se défendre, d'avoir peur. Mais il attaque parce qu'il a peur. Mais bien sûr. Et au niveau de l'humain, c'est exactement la même chose. Et quand on sait que toute guerre est faite au nom de l'amour, pour lui, pour sa propre personne, pour son propre peuple, on peut comprendre qu'une des attitudes vraiment intéressantes pour sortir du conflit et lui donner une autre couleur, c'est précisément de se poser la question, lorsque l'autre m'attaque, finalement, de quoi il se défend? Lorsqu'il me dit non à moi, à quoi il se dit oui à lui? Et là, ça change toute la relation. Mais c'est pas facile, parce que ça nécessite de la souplesse. Vous dites, on ne gère pas un conflit, on le prévient et on apprend à l'apprécier. Bien sûr. C'est la première des choses, c'est justement de se rendre compte qu'il y a plein de petits signes qui démontrent qu'on va commencer à rentrer dans quelque chose voilà. Et les premiers signes, c'est des signes d'incompréhension. Et les signes d'incompréhension, ça passe par des choses dont on a beaucoup parlé déjà, Marie-Ange, qui touchent à cette notion d'incapacité. On a deux communautés, une communauté neurologique et biologique, on est globalement tous foutus pareil, avec un métabolisme qui est très proche, et on a une deuxième communauté qui est la communauté linguistique. Et on croit que parce qu'on voit, on entend, on ressent ici et maintenant, par exemple, dans ce studio, des choses qu'a priori sont en commun, mais c'est juste pas vrai parce que chacun a sa manière de voir les choses. Et quand on se parle, on utilise une langue qui est la langue qu'on a tous appris de la même manière, mais qu'on utilise de façon totalement individualisée. Donc quand on va parler d'amour, eh bien chacun de nous trois va mettre derrière le mot amour sa façon à lui, bien sûr, et pas uniquement la définition du dictionnaire. Donc il y a plein de causes qui font qu'à un moment donné, cet abus qui consiste à nous faire croire qu'on se comprend parce qu'on parle la même langue ou parce qu'on est ici et maintenant, on retient forcément les mêmes choses, fait que de toute façon, ça crée des contextes complètement différents. Et puis, on a une autre problématique aussi, qui est la problématique de la mémoire. C'est-à-dire que concrètement, notamment dans des conflits, on parlait tout à l'heure de conflits qui durent depuis 20 ans, on n'a pas du tout la même mémorisation. Il y a un grand monsieur que vous connaissez, dont je parle souvent, qui est Paul Václavic, qui parle justement de cette différence de ponctuation. C'est-à-dire qu'on ne part pas, le conflit, pour les uns et les autres, ne démarre pas toujours au même moment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont coder le conflit comme étant ça a démarré là, parce qu'il s'est passé ça, alors que l'autre va vous dire, mais pas du tout, je ne me souviens pas de ça. Pour moi, ça a démarré autrement. Et tout ça a fait qu'à un moment, quand on ne prend pas le temps de cette conciliation, c'est-à-dire de passer du je au nous ou au tu, mais vraiment au nous et à l'unité, eh ben on peut continuer pendant ad vitam aeternam. Et donc, du coup, pour en revenir à la question de départ, le mauvais conflit, c'est le conflit justement dans lequel on se prélasse. C'est-à-dire avec ce jeu de victimes, dans lequel, effectivement, on trouve une forme d'identité égotique. Ouais. Et ça, il y en a beaucoup, évidemment, mais il n'y a pas que ça, heureusement. Flore, qu'est-ce que vous diriez, vous, du côté du bon conflit et du mauvais conflit? Qu'est-ce que c'est qu'un bon conflit, si je puis dire, enfin, qui se termine bien? Qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que d'abord, ça existe pour vous? Peut-être pas. Pour moi, un bon conflit, c'est l'occasion, et ça, je l'ai appris justement en formant pour les ateliers parentalité, c'est l'occasion à des personnes qui étaient fusionnelles de sortir de la fusion. Parce que quand on sort de la fusion, on devient deux sujets, on devient deux êtres qui s'expriment, qui ne sont plus avec... dans la période romantique où on a envie de tout faire ensemble. Donc, on rentre dans cette phase qu'on appelle la lutte de pouvoir. Et après, on peut passer dans une relation consciente, intentionnelle, où on dit « Ah bon,
je ne savais pas que tu n'aimais pas les coquilles Saint-Jacques. Je vais arrêter de te faire des coquilles Saint-Jacques parce que je t'en faisais. Je croyais que ça te faisait plaisir parce que moi, j'aime ça. Et je découvre que ma fille n'aime pas les coquilles Saint-Jacques. Et vous voyez, c'est-à-dire, c'est voir l'autre tel qu'il est. Et pour moi, c'est ça un bon conflit. C'est-à-dire, à un moment, quelqu'un exprime quelque chose, et ça se voit notamment à l'adolescence. À l'adolescence, l'enfant, il a besoin d'être différent de ses parents. Ouais. Donc, si ses parents... ils veulent qu'il soit tout le temps avec des cheveux courts, et il va se laisser pousser les cheveux très, 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 très longs. Et c'est juste pour dire... Ça sent le vécu. J'existe. Pour exister. J'existe et je suis moi, différent j'ai essayé, de mais toi. j'y arrive plus. Et est-ce que tu veux bien m'aimer tel que je barbe. suis? Vous voyez? Et pour moi, c'est ça un bon conflit. Un bon conflit, c'est quelqu'un où on va pouvoir s'opposer et vérifier la qualité du lien. Il faut muscler un peu son cœur, quoi. Hein. Il y a un peu de voilà, ça. Hein. C'est accepter l'autre dans sa différence. Et pour moi, c'est ça un bon conflit. Parce qu'en fait, quand il y a une crise, c'est qu'il y a une perte de connexion. Et je me sens plus reliée à toi comme j'avais envie d'être reliée avant. Et là, si on arrive à réparer le lien, à remettre de la connexion, remettre de l'amour, pour moi, c'est un bon conflit. Parce qu'on s'est opposés, donc c'est pas agréable. Et en même temps, on se remet en lien. Moi, j'ai hâte de vous entendre. Merci beaucoup. On va peut-être revenir sur ce que vous venez d'évoquer. Je pense qu'il faut s'y arrêter, en tout cas, Flore. Comment est-ce qu'au travail, on peut bien user justement peut-être de l'art du conflit? Je ne sais pas. Vaste question que nous explorerons. On va s'y attaquer en tout cas, si je puis dire. Juste après l'ami ennemi par les Rita Mitsoko, bien évidemment. À tout de suite. Passant par Barbès, Rochechouart, après-midi, allant sans but précis, et on s'est retrouvés juste nés et annés comme par hasard. Mon vieil ennemi, ami de mes nuits, de mes brouillards. Ces quelques paroles et son regard direct une impression bizarre. Plongé au fond du passé comme par hasard. Mon vieil ennemi, ami de mes nuits, de mes brouillards. J'ai tourné les pieds d'un autre côté comme par hasard. Mon vieil ennemi, ami de mes nuits, de mes brouillards.
L'ami Émile Rita Metsoko sur RCF Notre-Dame. Et si le conflit nous permettait de renforcer nos relations? Quelle drôle d'idée, me demandez-vous peut-être? Eh bien, écoutez, Franck Martin m'a un peu soufflé cette idée de sujet, si je puis dire, dans son livre « Accepter le conflit pour adoucir sa vie, du chaos des tensions à l'harmonie des relations » aux éditions Erol. Voilà un joli programme en ce temps, évidemment, en ce climat de haute tension aujourd'hui, que ce soit, on le disait au début, dans la rue, dans les entreprises ou en famille ou dans les couples. Flore Lelâche est également avec nous, elle qui est avocate et médiatrice, qui se sert énormément de la méthode Imago, n'est-ce pas? Je précise que vous organisez également, j'en profite pour le préciser, Florent, un atelier parentalité Imago, 8 modules de 2h30 à partir du 8 septembre, donc à la rentrée à Versailles, si vous nous écoutez en région parisienne, donc à travers cette méthode Imago. Donc ça s'adresse à qui? Aux parents, aux grands-parents, aux familles recomposées, aux professionnels de l'éducation et de l'enfance. Donc c'est orienté effectivement autour des questions de transmission, c'est ça? Oui, tout à fait. Famille. Oui, en fait, c'est pour prendre conscience que la façon dont j'agis avec mon enfant vient réveiller comment moi-même, mes parents se sont occupés de moi, en fait. Et même en tant que professionnelle. C'est comme ça que ça fonctionne, Exactement. Et donc, par exemple, si moi, j'étais pas très à l'aise dans mon identité, où je devais, par exemple, obéir comme une bonne petite élève, une bonne petite fille à mes parents et faire ce qu'ils voulaient, m'habiller comme ils voulaient, me coiffer comme ils voulaient, si ma fille vient se faire des piercings dans le nez et dans le nombril, je vais être choquée au stade de l'identité. Mais si moi, je me rends compte que ça me choque au stade de l'identité parce que j'ai pas pu vivre mon adolescence comme elle ose le faire, eh bien, j'ai la vulnérabilité de dire à mon enfant, je vois que tu oses expérimenter dans ton identité et je t'aime et je suis fière de toi parce que tu as le courage de le faire. À ce moment-là, mon enfant va me dire, oh, maman, tu m'aimes même si je me mets des piercings et que ça te dérange. Et elle me dit oui. Et là, ça renforce le lien. En fait, c'est un révélateur. Exactement. C'est extraordinaire, les enfants, pour ça. Je n'avais jamais réalisé ça, mais Franck, vous êtes d'accord? Je suis non seulement complètement d'accord, mais même tout petit. Vous êtes d'accord, ça démarre tout petit. La confrontation à l'autre, et quand je dis la relation à l'autre de manière générale, est une manière de se révéler soi-même. Et bien sûr, avec les enfants. Et c'est pas facile pour les enfants d'accepter pour les parents, d'accepter que les enfants soient des miroirs de nous-mêmes. Et c'est énorme parce qu'ils mettent le doigt, mais déjà tout petit, à 3 ans, 4 ans, quand ils commencent à avoir leur indépendance, sur ces fameuses blessures dont on parlait tout à l'heure et qui sont super difficiles à gérer pour les parents parce qu'effectivement ça touche à des problématiques d'identité au-delà même de la valeur et au-delà des croyances. Je me suis fait engueuler ce matin par ma fille de 3 ans et demi parce que je parle trop, je vous annonce que je parle trop. Maman, tu parles tout le temps. Écoute, moi je peux pas parler, mais t'es capable. C'est toute la difficulté, c'est que depuis qu'on est arrivé au monde, on arrive au monde dans un état de fétalisation, de néoténie. C'est-à-dire qu'on n'est pas fini. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas fini par rapport à un petit poulain ou un petit cheval ou un petit singe qui, lui, va avoir une forme d'indépendance. Et donc, du coup, on ne doit notre survie qu'au fait d'être désiré et réellement aimé. Ce qui veut dire que dès le départ, dès notre arrivée au monde, mais quand je dis dès notre arrivée au monde, l'enfant ne se pose pas intellectuellement la question, mais se pose à lui pour pouvoir survivre la question « Que dois-je faire et qui dois-je être et comment dois-je être pour pouvoir recueillir le maximum d'amour et de reconnaissance pour survivre ?» Et ça, alors c'est pas intellectuel bien sûr, mais par exemple quand vous avez un petit bébé de quelques semaines et qui commence à faire ses nuits, ce petit enfant fait déjà un lien de cause à effet entre ce qu'il fait et ce qu'il obtient, c'est-à-dire l'énergie d'amour de sa maman. Et il va immédiatement, dès ce moment-là, dès les premières heures de nos vies, mettre en place un système qui est question, que dois-je être, que dois-je faire, qui dois-je être pour pouvoir survivre. Et donc, du coup, ça donne quoi ? Ça donne des petits-enfants qui, bien sûr, vont se travestir pour retrouver et accueillir l'amour des parents, des adultes. Et on passe notre temps à ça. La gentille petite fille qui vide la machine à laver la vaisselle, le petit garçon qui va bien travailler à l'école pour avoir, etc. Et puis, ça continue jusqu'à arriver dans le couple. Et quand on arrive dans le couple, on fait que ça. C'est-à-dire que les 3 premières années de nos vies de couple, on passe notre temps à se travestir, à mettre des masques, comme dit mon amie Sarah Serjevic, et donc du coup à se travestir pour être dans ce que l'autre attend. Et qui va me renvoyer vous, je n'en ferai rien. Alors ça, c'est les 3 premières jours, années. Sauf que justement, les âmes se rencontrent. Elles se rencontrent bien avant nous, d'ailleurs. Et quand je dis bien avant nous, elles savent comment elles se rencontrent. Et en fait, toute la difficulté, entre autres dans le couple, mais c'est pareil partout, c'est
celui avec qui ou celle avec qui je me mets est d'abord quelqu'un dont j'attends qu'elle répare mes blessures passées. Et donc, elle répare au départ. Mais non seulement elle répare, mais elle va aussi continuer à mettre le doigt sur ses blessures passées. Et donc, la même personne devient celle qui à la fois répare et celle qui déclenche. Et là, ça devient terrible pour le couple. Et donc là, ils vont voir Flore. Pour divorcer ou au contraire pour se rapprocher à nouveau, ou ils vont voir des gens comme moi ou d'autres. Et ça, c'est intéressant, vous parlez justement du divorce, Franck Martin. Je saisis la perche immédiatement, Flore le lâche. Est-ce que c'est parce qu'on ne sait plus mener des conflits de façon adulte et responsable que nous divorçons autant en France, enfin en Occident, enfin bref, on divorce autant? À votre avis? Je sais que ce n'est pas forcément évident de répondre pour vous, mais quand même. À mon avis, alors, l'image qui me vient, c'est une cliente, pour aller dans le sens de ce que disait Franck, c'est une cliente qui est venue me voir en disant « Vous êtes la deuxième avocate que je viens voir. Avec mon mari, on a fait des thérapies de couple, ça n'a jamais marché. Aidez-moi à garder mon couple, à conserver mon mariage. » Et je lui ai dit « D'accord, donc je vais vous proposer des séances de justice éclairée. » La première séance de justice éclairée, elle ne m'a pas parlé de son mari, elle m'a parlé de sa mère. Oh là! Et oui, mais parce qu'en fait, sa mère prenait beaucoup de place dans le couple et donc l'empêchait d'être en relation aimante, pleine et disponible pour être avec son mari. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, si on fait un travail sur soi-même et que ce n'est pas de la faute de l'autre, les choses peuvent évoluer. Et puis, il y a une autre difficulté aussi. Elle a divorcé finalement? Non, elle n'a pas divorcé. Et ma prof de Qigong m'a dit un jour, j'ai vu une cliente à toi qui m'a dit, mon avocate a sauvé mon couple. Et c'était moi. Donc, j'étais super contente. Mais vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, le divorce, c'est quand on n'y arrive plus. D'accord? C'est quand on n'arrive plus à communiquer, c'est quand on n'arrive plus à s'entendre. À trouver du commun. C'est ça, qu'on ne trouve plus l'unité. L'unité, alors l'écoute. Harvey Hendricks, qui a écrit le livre qui s'appelle « Le guide mode d'emploi », donc qui est à l'origine de la méthode Imago, il dit « On a été blessé dans la relation, enfant », c'est ce que disait Franck, et c'est dans la relation qu'on peut se guérir. C'est-à-dire qu'en effet... C'est l'endroit idéal. Mais voilà, et c'est dans la relation de couple. Et moi, ce que je fais aussi avec les ateliers parentalité... Mais c'est du boulot, les amis. C'est ça, hein. Bien sûr. Avec l'atelier parentalité, c'est que je veux aider les adultes à prendre leur part de responsabilité. Et après le divorce, les familles monoparentales, ça fait qu'en fait, on compte sur notre enfant pour nous réparer dans notre relation et dans notre blessure. Ça, c'est irréversible ou pas? Enfin, justement, systématique, pardon. Avec l'atelier parentalité, les parents prennent leur part de responsabilité de ce qu'ils ont à faire. Ils reprennent leur place d'adulte, qui va donner un cadre sécurisant, bienveillant, calme à l'enfant. Ils ne vont pas rentrer en réactivité dès que l'enfant fait quelque chose. L'enfant fait son job d'enfant. Moi, je prends ma part de responsabilité d'adulte. Et donc, si je prends ma part de responsabilité d'adulte, eh bien, je vais pouvoir gérer la relation de couple. On adultise trop les enfants, mais surtout, on s'enfant. En fait, en gros, derrière tout ça, il y a un sujet énorme qui est c'est même pas l'infantilisation de nous-mêmes, c'est l'infantilisme. C'est-à-dire, vous êtes des adultes infantiles. Bien sûr, il y a tout un travail de dépouillement et justement, donc on parlait du couple, mais n'importe quel type de couple. On parle là du couple amoureux, on peut parler du couple amical, on peut parler aussi du couple professionnel. Oui, parce que c'est exactement la même logique, on retrouve exactement les mêmes choses, c'est-à-dire que l'autre est en permanence le miroir de moi-même. Voilà. Et il met souvent, et quasiment tout le temps, en miroir des choses que j'ai en déni, que je ne vois pas, voire dont je ne connais pas l'existence consciemment. Et donc, quand il met le doigt, que ce soit mon patron, un collaborateur, une amie, ma femme, mon époux, met le doigt sur des choses qui, comme je le disais tout à l'heure, réveillent des sentiments et des montées comme ça d'énervement, d'agressivité, parce que c'est insupportable. Et donc, c'est le premier réflexe et on ne peut pas l'éviter. En revanche, quand on comprend ce qui est derrière, on peut prendre le temps, comme je disais tout à l'heure, d'y accorder un peu d'attention et pas d'importance au sens du terme, et de discuter, de rentrer dans « waouh, ce que tu dis là, qui me fâche globalement, provoque chez moi quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais ça me met hors de moi. » On peut le dire, bien sûr, bien sûr. Ça me met hors de moi et je ne comprends pas ce qui se passe. Tu n'es pas responsable de mon émotion. Ça me met ce que tu me dis me fout en colère. Ça me fout grave en colère. Mais je sais que c'est pas toi. Je sais que ça touche à un truc. Je sais pas ce que c'est. Et il faut que je comprenne. Vous êtes sûr, ça se dit vraiment dans les entreprises, hein? Bien sûr, bien sûr. On peut en parler, bien sûr. Non, mais il faut avoir l'air un peu digne, Franck, quand même, dans les entreprises, en vrai de vrai. Il faut avoir l'air un peu digne. Vous voyez, Marie-Ange, là aussi, c'est des postures qui sont des postures classiques.
pratiques qui sont habituelles, mais aujourd'hui de plus en plus dans les entreprises, notamment on parlait tout à l'heure des sujets avec Flore, c'est aussi un espace. Il y a plein d'entreprises de plus en plus qui fonctionnent de manière humaine et relationnelle, et où on sait que, comme dans un couple, je dis souvent, ce qui fait qu'un couple dure, c'est pas la force de son amour, c'est la qualité de sa relation. Ce qui fait qu'une entreprise fonctionne et qu'une équipe de sport ou d'entreprise fonctionne, c'est pas la qualité de son organisation, c'est la qualité des relations. Ouais, je crois qu'il y a une star qui disait, une influenceuse assez, enfin je sais plus, peut-être une ancienne basketteuse qui disait, on choisit un homme. Comme on choisit un partenaire, en fait, en général, on devrait, comme on choisit son équipe de basket. Hein. C'est ça qu'elle disait. Et je trouvais ça m'a un peu choquée au début. Je me disais, mais en fait, elle a peut-être raison, finalement. Oui, mais du coup, ce qui fait que ça fonctionne, c'est justement cette capacité qu'on va avoir à prendre le temps de créer la relation. C'est ça. Le fameux Paul Watzlawick, elle n'est pas parfaite, personne. Justement, on va essayer de comment je peux aussi accepter de décevoir l'autre ? Parce que je peux donner chacun donne le meilleur de lui-même, mais on va forcément à un moment donné décevoir l'autre dans ses propres attentes de ce qu'il attend de moi pour guérir éventuellement des blessures qu'il a. Mais je peux pas tout. Il faut le dire quand quelqu'un nous déçoit, par exemple dans le travail. C'est pas tu me déçois parce que c'est pas entendable. Parce que là aussi c'est pareil, on va parler de la condamnation. Vous savez, moi, j'aime beaucoup ce thème de pardonner et de condamner. De plus en plus dans ma vie, j'essaie de ne pas avoir à pardonner parce que j'essaie de ne pas condamner. Et la première des choses, c'est ce que j'appelle moi le grand pardon. Justement, le grand pardon, c'est d'arrêter de condamner. Ce qui permet effectivement de ne pas avoir à pardonner. Quand même. Hein. Mais c'est plus que prendre sur soi, c'est quelle part effectivement vient de moi dans ma relation à l'autre. C'est la phase 1. En revient, oui, c'est ça. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la relation. Le monde n'est que relation. Donc on ne peut pas faire autrement que d'avoir de la tension, du conflit, du désaccord. Mais en tant que bon musicien, quand on est désaccordé, on s'accorde. Et comment on fait pour s'accorder ? On s'écoute. On accorde une intention et une écoute inconditionnelle à ce que dit l'autre. Ça vous arrive d'avoir encore des conflits, Franck, ou bien sûr. Avec ma petite épouse, Sophie, on a régulièrement des conflits, mais ce n'est pas des conflits où on se fout sur la gueule. C'est des conflits où, effectivement, à un moment, on peut avoir ces tensions qui peuvent durer une demi-heure, une heure, mais très rapidement, parce qu'on sait les jeux dans lesquels on est, on va prendre ce recul. Et puis, on va remettre sur le tapis les choses et on n'en a pas peur. Surtout, ne pas avoir peur du conflit ou du désaccord parce que c'est ce qui permet justement de s'accorder. Je parlais des musiciens. 2 musiciens qui sont désaccordés. La première des choses qu'ils font pour pouvoir jouer une même partition commune, c'est de s'écouter pour s'accorder. Voilà. Et l'écoute inconditionnelle, la prise en compte inconditionnelle du point de vue de l'autre, c'est pas facile à comprendre. C'est notamment, alors quand tout va bien, ça va, mais quand l'autre me traite de tous les noms, ou n'est pas d'accord et me dit, écoute, tu m'as dit que tu as fait un bon boulot, mais je trouve que ton boulot c'est quand même vraiment merdique, le premier des réflexes, c'est de le prendre avec une émotion parce que je ne me sens pas reconnu, mais le deuxième des réflexes à développer, c'est effectivement de comprendre le point de vue de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, ça veut dire qu'il a toutes les raisons de penser ce qu'il pense, et que la première des choses pour m'accorder, c'est de comprendre les raisons qu'il a. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me questionner. Écoute, j'entends, je n'étais pas du tout conscient de ce qui se passe pour toi dans ce cadre-là. Qu'est-ce que tu aurais aimé que je fasse dans mon travail ? Et quand tu dis que mon boulot n'a pas été bon, est-ce qu'il y a quand même des choses dans mon boulot qui ont été bonnes ? Parce que, voilà, et là, on en revient à ces fameux outils du mental qui, vous savez, cette espèce d'esclave de notre ego, et qui passe son temps à faire des généralisations, des omissions et des distorsions, qui créent des liens entre des choses qui n'en ont pas, genre elle me sourit pas donc elle m'aime pas, des omissions, c'est-à-dire on omet effectivement que de temps en temps l'autre dit quand même des vraies gentillesses, mais on est tellement focus Saint-Matos sur effectivement ce qui fait que ça que c'est je un m'engueule. vrai problème, hein. Mais bien sûr. C'est un vrai travers et un vrai fléau. Et on généralise à un contexte, voilà, en disant de toute façon avec elle ça marche jamais parce qu'elle me sourit pas, ou elle me critique tout le temps. Voilà. Et donc quand on comprend ça et que ces outils du mental, j'appelle ça moi les godes, sans aucun jeu de mots, aucun. Je vous remercie Franck. Aucun. Ni dans le sens anglais, ni dans le sens plus sexuel. Bon, Dieu vous bénit quand même. Voilà, allez. Merci. mais du coup, on est dans ce processus, et on n'aura pas forcément le temps de le développer aujourd'hui, mais qui est le même processus qui nous permet de survivre au monde. Et bien sur ces belles paroles, cher ami Miss Red, Kings of Convenience sur Radio Notre-Dame et RCF, à tout de suite.
us to get along. Please do not expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. A friend is not a means you utilize to get somewhere. Somehow didn't notice friendship is an end. What do you know? It happened again. Told me all throughout history the loneliest people were the ones who always spoke the truth, the ones who made a difference by withstanding indifference. I guess it's up to me now. Should I take that risk or just smile? What do you know? It happened again. Sur RCF Notre-Dame, et si le conflit nous permettait de renforcer, d'améliorer nos relations, voire de les recréer, eh bien oui, c'est possible à condition de 3 petits points. Il y a du travail. Franck Martin est avec nous, lui qui a écrit énormément de livres, qui a travaillé sur l'approche humaniste, qui intervient en entreprise essentiellement depuis des années maintenant. Il vient de publier son dernier ouvrage autour du conflit justement, l'accepter ce conflit pour adoucir sa vie du chaos, des tensions à l'harmonie des relations chez Erol. Et Flore Lelage qui est avocate et médiatrice, grâce notamment à la méthode Imago qui invite à retisser des liens dans le couple, en famille, en entreprise également. Bref, tous les types de relations humaines. Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant, beaucoup de chiffres hors antenne, mais vous inquiétez pas, on va vous en faire partager certains, en tout cas, grâce à nos deux invités. Flore Lelage, il y a quand même un truc très intéressant autour de l'émotion. Il faut savoir que quand on entretient un conflit, c'est mental. C'est-à-dire que l'émotion, expliquez-nous cette histoire. Oui, c'est Daniel Audier, qui est un enseignant qui a écrit beaucoup de livres et avec qui j'étais en formation récemment, et qui disait qu'en fait, une émotion nous traverse pendant 7 secondes. Donc, quand il m'arrive quelque chose, ça dure 7 secondes. Et après, ce qui va faire perdurer le sentiment et l'émotion et la souffrance, surtout, c'était la notion de souffrance. Absolument. C'est l'histoire qu'on se raconte. C'est l'histoire que je me raconte, comment je ressasse. Si mes parents m'avaient emmené à mon spectacle de danse, j'aurais été plus heureuse, ou j'aurais osé être une danseuse, ou je ne sais quoi. C'est-à-dire, on se répète encore et encore la même histoire pour entretenir la souffrance. Et donc, le conseil de Daniel Audier, c'est carrément de s'enregistrer pour voir qu'est-ce que notre ego, qu'est-ce que notre... Quoi s'enregistrer ? C'est-à-dire de prendre un appareil, notre téléphone, et de s'enregistrer pour voir toutes les histoires qu'on se raconte, qui nous rendent malheureux. Quand on est dans le présent, on est connecté à son corps, on est connecté à son souffle, et on observe les émotions qui nous traversent. On observe les pensées qui nous traversent. Quand on médite, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça qu'on fait. On se pose, on ferme les yeux et on imagine qu'on a un écran blanc et que, comme des nuages, les pensées passent. Méditer, c'est pas arrêter de penser. Méditer, c'est ne pas s'attacher aux pensées. C'est pas les poursuivre et s'accrocher, dire oui mais je, oui mais. C'est les laisser passer comme mais un voilà, vol d'oiseau. Le scrupule, la rancœur, tous ces... Alors là, la culpabilité. Alors là, n'en parlons même pas. Bonjour. La colère, l'indignation et le sentiment d'injustice. L'injustice, très fort. Mais oui, ça peut être la même chose. Et c'est pour ça,
voilà, que j'aide les gens à retrouver qu'est-ce qui me paraît injuste, pourquoi, comment on va le traiter, pour remettre du juste en soi. Et que les gens y reprennent leur vitalité dans leur corps. Ouais. Parce que c'est nos pensées qui nous rendent malheureux. Mais notre corps, à partir du moment... Et notre cœur aussi. Hein. Et notre souffre à ce cœur, moment-là. bien sûr. C'est Notre lui qui cœur souffre. souffre. Mais si on se connecte à son cœur et qu'on l'aime, et qu'on se met dans l'espace d'amour soi-même, et qu'on n'attend pas que ce soit les autres qui viennent nous remplir d'amour. Et là, c'est pas du bisounours, ce que vous êtes en train de nous raconter, attention. Hein. Non, c'est dur, pas des là, hein. bisounours, parce que ça permet aux gens de savoir dire ce qu'ils veulent. J'ai un client... s'affirmer. Mais c'est ça, j'ai un client... Il passait d'avocat en avocat. Il D'accord. avait eu plusieurs dossiers. Décidément. Il vient me voir pour son divorce. Et je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé pour vous là? Est-ce que vous avez un espace de parole? Il me dit, ben non, les avocats m'ont dit, faites ci, faites ça. Et là, il m'a parlé pendant 2 heures. Et à la fin, il m'a dit, ça fait du bien de se sentir entendu. Mais non. Et après, quand il est allé devant la cour d'appel, eh ben, on lui a donné la parole. Et il a été entendu. Et il a une décision qui allait dans le sens de ce dont il avait besoin, parce que il osait parler en tant qu'homme. J'ai commis des erreurs, j'ai fait des choses qui ont été condamnées, mais maintenant, je veux retrouver ma place de père et ma dignité. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, aider chacun à prendre ses responsabilités. Et je voulais aussi aller sur ce que disait tout à l'heure Franck, c'est-à-dire que ce que m'a apporté le processus Imago, c'est de prendre conscience que l'autre y est pour 10%, puisque vous vouliez des chiffres, et moi j'y suis pour 90% de mon ressenti. Quand l'autre m'appuie sur un bouton rouge, c'est 10% l'autre. Quand il me dit j'aime pas le rose, pourquoi tu as mis du rose? D'accord? Mais c'est 90% moi. Qu'est-ce que ça me fait qu'on me dise que j'aime pas le rose, que l'autre il aime pas le rose? Qu'est-ce que ça touche, ouais. Voilà. Et l'outil que j'utilise, que je trouve merveilleux, c'est le miroir. C'est-à-dire, on avait, quand on était petit, on disait c'est celui qui dit qu'il est. Mais c'est, voilà. Si quelqu'un vous traite de gros con, ben vous lui répétez, je t'entends me dire que je suis un gros con. Est-ce qu'il y a autre chose? Tout simplement, sans s'énerver. Et là, on va faire un dialogue en disant, oui, je suis un gros con. Et continue d'insulter. Et si je bouge pas et je lui dis, je répète juste les insultes qu'il me dit, à un moment, il va fondre en larmes. Il dit, j'en peux plus, je suis fatigué, j'ai perdu mon job, ou mon enfant est très malade. Et il va craquer. Et vous dites, ah, bah oui, j'imagine. Oui, vous me faites penser à ces couples, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais qui s'engueulent tout le temps. Et il y a une époque, on le dit moins maintenant, où on disait que s'engueuler, c'était la bonne santé du couple. S'engueuler tout le temps, c'était aussi... Oui, alors un signe de ça bonne dépend santé. là aussi encore de comment s'engueuler et dans à quelle fréquence, bien sûr. Parce que si le couple passe son temps à s'engueuler, Pourquoi on c'est disait une ça horreur. Parce que là aussi, encore une fois, c'est mieux vaut un couple qui s'engueule. Enfin, je trouve que c'est la même violence, un couple qui s'engueule vraiment fortement et un couple qui ne s'engueule pas du tout. Alors, d'accord. Voilà, et où on est effectivement parfois dans le non-dit, et le non-dit est tout aussi violent, voire parfois plus violent que le dit. Et oui. Et oui, mais c'est toute la difficulté. Et ce que disait Laure aussi était intéressant, c'est que ce mental et les émotions qui nous traversent, qui ne durent que 7 secondes, parfois durent des décennies en mode mental. C'est-à-dire que le mental, le petit vélo dans la tête, l'entretient parfois pendant des vies entières. J'ai vu, moi, des gens de ma famille qui sont décédés très tardivement à l'âge de 100 ans et qui entretenaient encore, à l'âge de 100 ans, des blessures d'enfance. Donc, on peut vraiment les arrêter, vous y croyez à ça? Bien sûr. C'est vrai, si on écoute Flore, oui, on le peut. Mais ne serait-ce que de montrer à l'autre qu'on le voit et qu'on l'entend. Bien sûr. Et puis on peut faire ce travail après. C'est-à-dire que même quand les gens sont partis et malheureusement décédés, on peut travailler sur... Il y a plein de méthodes de constellation familiale. Il y a plein de choses à faire qui sont merveilleuses et qui permettent de reparler à des gens, de pardonner à des gens à qui on n'a pas eu le temps de pardonner ou d'exprimer des choses qui étaient vraiment essentielles et fortes. Et vous avez remarqué, hein, le thème c'est le conflit, mais on ne fait que parler d'amour. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que ça traduit, traduit toujours une sensation de manque d'amour. C'est ça. Et la relation à l'autre, c'est ce que je dis souvent, n'est en permanence qu'une merveilleuse opportunité de rencontre de l'autre, bien sûr, mais de soi d'abord. Et quand on cherche à tout prix à maintenir un climat positif, avec une espèce de semblant d'harmonie, oh non, mais il faut surtout pas se fâcher. Alors ça, c'est très catho. Oui, mais quand on voit votre tête, là, quand vous dites ça, Marie-Ange, c'est juste que c'est l'inverse. On cherche à tout prix chercher à tout prix à entretenir un climat surtout de rien du tout et on n'en parle pas. Hein. Bien sûr que non. Mais c'est pas facile parce qu'on n'est pas tous armés de la même manière, si j'ose dire, pour pouvoir justement comprendre tout ce qui est derrière.
Par définition, comme le monde n'est que rencontre, que ce soit les rencontres entre la Russie et l'Ukraine, que ce soit la rencontre, la guerre, ou que ce soit les conflits avec mon épouse ou mon époux, on est exactement dans la même belle-mère logique. ou mon beau-père, je sais pas qui. On est toujours dans la même logique. C'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça réveille, et on est toujours dans cette problématique dont on a parlé tout à l'heure, qui est essentielle, qui est d'amour et de reconnaissance dès le départ. Ouais. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider aussi. C'est-à-dire Exactement. que quand on est la tête dans le guidon dans son conflit, à un moment, il faut oser trouver les bonnes personnes. Donc ça peut prendre du temps. D'avoir ce regard extérieur. Voilà, d'avoir un tiers bienveillant qui va poser un cadre de sécurité et qui va aider les gens à s'autoréguler, et d'objectivité et de neutralité. Vous voyez, c'est-à-dire que... Et c'est le problème, souvent, quand on va voir un avocat, même pour un divorce par consentement mutuel, que j'appelle le divorce cocotte minute, c'est-à-dire on veut se dépêcher de trouver une solution, mais ce n'est pas forcément la meilleure. Voilà, il faut aider l'avocat. L'avocat est là pour aider les gens à honorer le temps passé ensemble, même si c'est pour divorcer. Et c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est les enfants. L'intérêt supérieur, c'est celui des enfants. Donc, comment on va pouvoir prendre soin de nos enfants ? On s'est aimé, on n'arrive plus à communiquer. Peut-être qu'on pourrait essayer de communiquer, de recréer des liens, mais au moins qu'on fasse une séparation honorable, respectueuse. Vous voyez ? Donc, il faut trouver les bons interlocuteurs qui va permettre ça. Le plus compliqué, c'est quand il y en a un des deux qui ne veut pas une résolution de ce conflit. On en connaît tous. J'imagine que ça, c'est malheureusement une situation... Bien sûr. Là, insolvable. Pour le coup, la justice fait normalement les choses comme il le faut. C'est-à-dire qu'il y a des décisions de justice sur lesquelles on ne peut pas revenir, ce qui, de toute façon, n'empêche pas humainement de se sentir mal avec les décisions de justice. Mais au moins, les choses sont tranchées. Sachant qu'à un moment, c'est mieux que la justice tranche plutôt qu'on tranche la tête. Et dans l'entreprise, quand ça se passe comme ça. L'entreprise, c'est aussi pareil. À un moment donné, les prud'hommes vont trancher ou le tribunal de commerce va trancher. Et il va bien falloir reconstruire avec. Je ne sais plus comment s'appelle cet art japonais, vous savez, quand on casse les vases. Mais à chaque fois, on m'en parle, à chaque fois, j'oublie toujours aussi le vase cassé. Où on redonne une existence, et ce que j'appelle moi dans mon livre la résilience relationnelle. Où on va redonner une existence à quelque chose qui est basé sur, au départ, des choses qui ont été fractionnées et difficiles. Ouais. Voilà. Mais Dieu merci, ça existe. Et puis souvent, les couples divorcent, ils sont tellement dans l'émotion qu'ils sont incapables effectivement de prendre ce recul. Et puis parfois, et Dieu merci, heureusement, ça arrive le plus souvent possible, au bout de quelques années, 10 ans, 20 ans parfois, les couples se reparlent, se revoient, arrivent même à rediscuter, voire même justement à faire ce mea culpa dont on parlait tout à l'heure. Pardonne-moi, j'ai tellement été con à cette époque-là. Ça, c'est magnifique d'arriver à ça, c'est magnifique. On vous le souhaite, auditeur chouchou, si vous êtes dans cette situation un peu compliquée. Et on pense aussi aux familles qui se redivisent, si ce n'était pas le cas avant, au moment de la succession, puisque vous me disiez, Orantane également, chère Flore, que vous en receviez pas mal. Alors là, c'est quand même aussi particulier, les ambiances succession. C'est ça, les ambiances succession. Alors, il faut savoir que devant le notaire, il est censé être neutre, puisqu'il est le notaire de la succession, même si des fois, il était en contact avec l'un des héritiers qui a emmené maman signer des testaments ou papa, etc. Donc, il a une neutralité relative, j'ai envie de dire. D'accord. Et donc, des fois, c'est bien d'avoir un médiateur qui va en plus ou un avocat pour certains héritiers, en tout cas, qui va permettre de recréer du lien, parce que finalement, les querelles de la petite enfance, comment chacun voulait l'amour de papa, l'amour de maman et ne l'a pas eu, ça va se manifester dans la relation à la succession, à l'héritage. Waouh. D'accord ? Tout ressort. Voilà, incroyable, tout ressort. Non, parce qu'il y a une partie de nous, c'est notre enfant intérieur qui n'a pas grandi. Et donc, moi, ce que je fais dans des situations comme ça, j'ai eu notamment une succession où il y avait 5 héritiers et le papa, qui était le dernier décédé, avait laissé tout son énorme patrimoine en indivision. Du style, débrouillez-vous, comme une fable de La Fontaine, vous voyez. Et la richesse, ça a été de les remettre les uns avec les autres dans l'appréciation et de découvrir qu'ils avaient été séparés plus ou moins par les parents, il y avait des clans qui avaient été faits et qu'ils étaient tous complémentaires. Et ils sont ressortis des réunions de médiation en disant, on a créé une communauté. Et au lieu de dire, moi je veux, ils ont dit, le partage sera réussi si mes besoins sont respectés
et si les besoins de mes frères et sœurs sont pris en compte aussi. Ouais, c'est intéressant, Voilà. la notion de besoin. Au fond, quel est ton... Au lieu de comparer, C'est ça. je veux Au la lieu même de chose. je veux, c'est Je veux. de quoi est-ce que moi j'ai besoin, Besoin, c'est-à-dire en mes réel. enfants font des études, j'ai besoin d'argent tout de suite, Ouais. et les autres, moi je veux garder la maison de famille. Comment est-ce qu'on va trouver une compatibilité entre tout ça? Ouais. Et quand il y a du cœur, on trouve une solution. Quand D'autant le cœur plus n'est que... pas embrouillé, effectivement. Mais Ah, voilà, des c'est passions, ça. Et émotions quand on remet les diverses, gens dans le hein. cœur, on peut trouver cet espace-là. D'accord. D'autant plus que, notamment en matière de succession, on a un adversaire commun, c'est le fisc. Donc, il faut trouver des solutions Elle est intelligentes. super pragmatique, Flore, j'adore. Non, mais Vraiment, oui, l'avocat il faut de côté, trouver, il faut trouver des solutions concrètes, c'est-à-dire que des fois, si on va surévaluer un bien ou sous-évaluer un bien ou le vendre tout de suite, finalement, on va avoir une grosse fiscalité, alors que si on le laisse longtemps entre les mains de l'indivision, eh bien, quand on le vendra dans 15 ou 20 ans, il y aura moins de fiscalité Ouais. sur les plus-values, etc. Donc, il faut avoir conscience Bon exemple. Hein. de toutes ces données-là. Et donner aux jeunes aussi l'envie de, effectivement, non pas de s'affronter pour s'affronter, mais d'aller au front parfois pour s'exprimer. Ça, c'est finalement un des messages de votre livre, C'est Franquin. ça, tout à fait. C'est important. Bien écoutez, merci. Comment l'accepter, ce conflit à tous les âges, évidemment, pour adoucir sa vie. C'est chez Erol et c'est de Franck Martin. Merci Franck. Merci Marie-Ange. Et merci à notre Flore. avocate médiatrice. Merci Flore Lelache. Merci. Avec plaisir. Je rappelle à votre atelier parentalité Imago, il est temps de s'inscrire encore. Donc c'est à Versailles à partir du 8 septembre. Donc n'hésitez pas. Voilà, on voit sur votre site Flore Lelache tout simplement. Voilà. Et vous serez guidés. Voilà, merci infiniment Merci de les votre accueil, amis. Marie-Ange. Au revoir. Et vive le conflit, mais le bon.